Bonjour, nous sommes rendus à la 9e leçon du cours Guerre et paix au Moyen-Orient. Et nous commençons maintenant le deuxième chapitre de ce cours qui va porter sur la Deuxième Guerre mondiale et ses conséquences au Moyen-Orient. Alors, les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, je vous l'ai déjà dit, sont beaucoup moins importantes que celles de la Première Guerre mondiale dans le cas du Moyen-Orient. Nous avons vu dans les leçons précédentes que l'entrée de l'Empire ottoman dans la Première Guerre mondiale a été la décision de nationalistes turcs extrémistes qui étaient au pouvoir à Istanbul. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a une république de Turquie gouvernée par des gens beaucoup plus prudents, beaucoup plus sages, qui vont maintenir la Turquie en dehors de la guerre et qui, en maintenant la Turquie en dehors de la guerre, vont, je dirais, protéger le reste du Moyen-Orient. Ce sont des Turcs qui ont entraîné le Moyen-Orient dans la Première Guerre mondiale, ce sont d'autres Turcs qui vont limiter beaucoup les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale au Moyen-Orient. Pas seulement les dirigeants turcs, aussi les soldats britanniques, australiens et néo-zélandais qui ont combattu en Égypte contre les Italiens d'abord et contre les Allemands et les Italiens ensuite, entre 1940 et 1942. Donc il y a eu une tentative de l'alliance germano-italienne pour envahir le Moyen-Orient. Ça a été bloqué. Donc ça a été bloqué au nord par les Turcs. La neutralité de la Turquie et la capacité de la Turquie à faire respecter sa neutralité, ça a été bloqué au sud, en Afrique, par les soldats britanniques et les soldats du Commonwealth qui ont combattu contre les Allemands et contre les Italiens. Donc, dans la guerre a quand même eu des conséquences au Moyen-Orient, et le pays de la région où cette guerre a le plus de conséquences, c'est l'Iran, qui est envahi dans la Deuxième Guerre mondiale par ses ennemis impérialistes traditionnels, les Russes au nord, les Anglais au sud. Donc c'est dans ce pays que les conséquences de la guerre sont les plus graves. Ça a aussi des conséquences dans les autres pays. Dans la présente leçon, nous parlerons de la Turquie et de l'Iran, et dans la prochaine, nous parlerons des conséquences de la guerre pour l'Égypte et dans les autres pays arabes. Alors, avant de parler de la neutralité de la Turquie, il faut rappeler un petit peu ce qu'a été ou ce qu'est devenu dans les années 20 et 30 la République de Turquie. Nous avons quitté l'histoire de ce pays au moment du traité de Lausanne, le seul traité réussi mettant fin à la Première Guerre mondiale. J'insiste sur cette idée. Et ce traité qui est signé en juillet 1923 et qui établit la Turquie comme un État normal dans le système international, pas comme un État dont le statut est devenu un statut normal, alors que avant 1914, avec le régime des capitulations, avec la multiplication des interventions extérieures dans sa situation interne, l'Empire ottoman n'était pas du tout dans une situation, la situation d'un État normal sur la scène internationale. La Turquie du traité de Lausanne, après le traité de Lausanne, est dans une situation normale. Le 29 octobre 1923, la République est proclamée, mais nous le savons, le sultan a été aboli, privé de son pouvoir un an avant, en 1922. Donc en fait, la proclamation de la République en octobre 1923 correspond à la reconnaissance d'un état de fait qui existe déjà. Cette république, elle se proclame une et indivisible, un peu sur le modèle français. Beaucoup de choses vont être copiées des conceptions républicaines françaises. Dans le cas de la Turquie, Ankara est devenue la capitale. C'était déjà le siège de l'Assemblée depuis 1920, de l'Assemblée qui donnait sa légitimité
au mouvement nationaliste. Donc Ankara était déjà la capitale, c'est reconnu officiellement, c'est écrit dans la constitution de la Turquie, hein, que Ankara est la capitale, et ce régime politique va s'engager dans une série de réformes très très profondes. En mars 1924, la République de Turquie abolit le califat. Vous vous souvenez que le sultan ottoman, en tant que chef de l'État musulman sunnite le plus puissant, était en même temps calife, c'est-à-dire chef politique de tous les musulmans dans le monde, en fait reconnu comme tel seulement par les musulmans sunnites, peut-être pas par tous d'ailleurs, enfin par beaucoup d'entre eux. Donc ça donnait une sorte de rôle à cet homme, le sultan ottoman, une sorte d'autorité en dehors des frontières de l'Empire ottoman, pas une sorte de responsabilité, de protection, une sorte d'autorité vague sur les musulmans vivant en dehors de son empire. Et les dirigeants de la République de Turquie, essentiellement Mustafa Kemal, qui est devenu le président de la République et le principal décideur, il ne veut que la République de Turquie soit libérée des complications internationales qui pouvaient résulter de l'existence du califat. Mais en 1922, quand le sultan est déposé, on demande à un de ses parents de devenir calife. Pas le sultan était à la fois sultan et calife. On renverse le sultan, mais on ne supprime pas le califat en 1922. On met quelqu'un d'autre de la même famille comme calife. Il y aura donc un calife qui n'est pas sultan entre 1922 et 1924 en Turquie. En 1924, le califat est aboli, le calife est mis dans le train pour la Suisse. Hein. Ça se passe de façon très très pacifique en Turquie même. Ça va susciter énormément de protestations dans le reste du monde musulman, de protestations et de conflits. Il y a des gens qui vont dire il nous faut un autre calife, on ne peut pas se passer d'un calife. C'est un problème qui existe jusqu'à aujourd'hui. Nous avons vu que au cours des années 2010, il y a eu une tentative d'établir un nouveau califat à Mossoul par un groupe extrémiste qu'on appelle parfois l'État islamique, qu'on appelle parfois Daesh, qui ont créé un califat, qui ont proclamé un calife à Mossoul. Ce calife, il a été tué plus tard en Syrie, dans le cadre des conflits en Syrie. Je reparlerai de tout ça plus tard. Il continue à y avoir des musulmans très politisés dans le monde d'aujourd'hui qui considèrent que l'abolition du califat en 1924 est une des causes des malheurs des musulmans depuis un siècle et que l'amélioration de la situation politique des musulmans dans le monde devrait passer par le rétablissement d'un nouveau califat. Donc l'abolition du califat en mars 1924 en Turquie, c'est quelque chose qui a une certaine importance politique pour la suite de l'histoire. La République de Turquie se proclame un État laïque officiellement en 1928. Ça veut dire que les règles religieuses cessent complètement d'avoir une prééminence sur les règles de l'État. Et l'État va faire toute une série de réformes, notamment dans le domaine du Code civil, n'est-ce pas, qui ne sont plus du tout subordonnées aux règles religieuses musulmanes. Cette laïcité turque reste une laïcité curieuse. De nouveau, le terme est utilisé, ça aussi c'est une imitation du français, hein, la laïcité. La laïcité française est quelque chose de très bizarre, que beaucoup de gens ignorent complètement comment ça fonctionne. La laïcité française, quand ils disent il faut faire de la laïcité comme en France, je ne vais pas développer ça ici maintenant. En Turquie, la laïcité est très curieuse puisque les musulmans sunnites, je vous l'ai déjà dit, ils ne savent pas comment administrer leurs propres institutions religieuses si l'État ne s'en occupe pas. Et donc en Turquie, l'État est laïque, mais il continue à y avoir dans les bureaux du Premier ministre
toute une administration qui s'occupe des mosquées, des écoles religieuses pour former les imams qui font des sermons dans les mosquées, etc. La religion musulmane continue à être administrée par la République laïque, pas qu'il y a un bureau spécial là, ou des bureaux spéciaux pour s'occuper de l'administration de la religion. De 1928 à 1930, une autre réforme a lieu qui est très importante, c'est la réforme de l'alphabet. Le turc, la langue turque s'écrivait jusque-là avec l'alphabet arabe, elle s'écrit désormais avec l'alphabet latin, ce qui va faciliter beaucoup le développement de la presse et de l'édition et de l'imprimerie. Ça va devenir beaucoup plus facile d'imprimer des livres en Turquie que ça l'était lorsqu'on peut imprimer des choses, bien sûr, avec l'alphabet arabe, mais c'est plus compliqué. En 1935, la loi oblige les Turcs à prendre un nom et un prénom sur le mode occidental. Jusque-là, les gens, ils ont un prénom. Et souvent, pour les identifier, on rajoute fils de. On rencontre, je vous ai parlé de Abdelaziz Ibn Saoud, pour le fondateur de l'Arabie Saoudite. C'est de ça qu'il s'agit. Et Mustafa Kemal, par exemple, son nom, c'est Mustafa. Et ensuite, on va rajouter Kemal, qui est un surnom pour l'identifier, parce qu'il y a énormément de Mustafa dans la société turque. Donc on a rajouté Kemal, probablement pendant qu'il était à l'école, et des Mustafa Kemal, il y en a beaucoup aussi d'ailleurs, et ça fait une série de confusions parfois. En 1935, Mustafa Kemal devient Kemal Atatürk. Atatürk, c'est son nom. C'est le nom légal qu'il adopte à ce moment-là. Et Kemal devient son prénom. Pardon, Kemal était son surnom et Atatürk devient son prénom et Atatürk devient son nom. Atatürk, ça veut dire turc, père turc ou turc comme les pères. Il y a plusieurs traductions possibles. Beaucoup de gens croient que c'est une espèce de titre honorifique qu'on lui a donné. Peut-être c'était ça, mais c'est son nom légal, à partir de ce moment-là, en Turquie. Un autre des personnages dont je vous ai déjà parlé, İsmet, le général qui a dirigé l'armée au moment de la bataille d'Inönü et qui a été le chef négociateur du traité de Lausanne, qui sera Premier ministre ensuite, pas tout le temps, mais très souvent dans la République, lorsque Kemal est président. İsmet devient İnönü, ça devient son nom officiel, c'est sous ce nom-là qu'il va jouer un rôle très important dans la politique de la Turquie pendant longtemps. Un autre détail terminologique que je dois préciser, pas beaucoup de gens croient que la ville de Constantinople est devenue Istanbul à ce moment-là, qu'elle a changé de nom. C'est pas vraiment ça qui s'est passé. Istanbul s'appelait déjà Istanbul pour les Turcs depuis très longtemps. Constantinople, c'est, je ne sais pas si c'est son nom grec ou le nom latin de la ville quand elle était la capitale d'un empire qui était un empire grec, en fait de langue grecque, pas l'empire romain d'Orient. Donc les Occidentaux ont continué à appeler pendant très longtemps cette ville Constantinople. Dans les années 30, la République de Turquie va exiger que le reste du monde utilise le nom Istanbul, qui est le nom turc de la ville. Et pour faire cela, la poste en Turquie va renvoyer à l'expéditeur le courrier adressé à Constantinople. En disant Constantinople, ça n'existe pas, vous devez adresser votre courrier à Istanbul. Bon, c'est vrai pour les autres villes de Turquie, n'est-ce pas? Angora n'est pas devenu Ankara. Ça s'est mis à s'écrire comme les Turcs veulent que ça s'écrive. La même chose pour Izmir, que beaucoup de gens appelaient Smyrne au début du XXe siècle. Izmir s'appelait déjà Izmir pour les Turcs. Bon, c'est un détail, mais pour vous-même, pour vous y retrouver dans vos lectures.
Ah, c'est pas complètement inutile que je fasse ce type de précision. Donc, la réforme de l'alphabet et de l'écriture a une assez grande importance pour le développement de la presse, pour le développement de l'instruction en Turquie. En 1930, on adopte aussi le droit de vote des femmes. Les femmes ont eu le droit de vote en Turquie avant la France ou le Québec. Ce n'est pas inutile de le savoir. Au même moment est adopté un code civil avec une législation sur le mariage de type occidental qui impose la monogamie, qui prévoit des règles de divorce et non plus les règles de répudiation qui sont les règles musulmanes traditionnelles, dans lesquelles c'est très facile pour un homme de se débarrasser d'une épouse et c'est extrêmement difficile pour une femme de se débarrasser d'un mari lorsqu'elle a un mari insupportable. Cette république, dans les années 30, va se mettre à pratiquer aussi un étatisme économique très poussé. C'est en partie la conséquence de la crise économique. Il y a une crise économique qui commence aux États-Unis en 1929, qui s'étend au reste du monde au début des années 30, et qui est essentiellement une crise des échanges internationaux. Et un des moyens de surmonter les difficultés de cette paralysie, de cette désorganisation des échanges internationaux, c'est d'avoir un État qui contrôle beaucoup plus les échanges. C'est le cas de l'Union soviétique à la même époque. L'Union soviétique des années 30 échappe à la crise économique mondiale. Elle a beaucoup d'autres problèmes internes tout à fait tragiques, mais les défenseurs du régime communiste en Occident disent, vous voyez, là, il y a un système économique qui échappe aux conséquences du capitalisme. Et c'est l'étatisme, le contrôle étatique des échanges extérieurs qui permet de faire ça. La Turquie, l'État turc a les moyens de faire ça et le fait comme l'État allemand, à partir de l'arrivée au pouvoir de Hitler, va le faire aussi. Un étatisme économique pour extraire l'économie du pays de la paralysie des échanges internationaux, conséquence de la crise économique de 1929. Ce régime de la Turquie, à partir de 1930, c'est aussi un régime de parti unique. Il y a un parti unique qui s'appelle le Parti républicain du peuple, qui est au pouvoir, qui occupe tous les sièges à l'Assemblée, qui gagne tous les sièges dans les élections. Ça a été fait pour des raisons compliquées. En 1930, Kemal a essayé de décider l'autorisation d'un parti d'opposition. Et il s'est rendu compte immédiatement que ce parti d'opposition devenait le moyen de contester la laïcité de l'État, de toutes les réformes faites par ce régime très autoritaire et qui a une autorité très grande parce qu'il a sauvé le pays. Il a sauvé le pays des conséquences de la défaite de 1918, du traité de Sèvres, de l'invasion grecque. Et évidemment, les vainqueurs de cette guerre, et le principal vainqueur qui est Mustafa Kemal, ces vainqueurs, ils ont une autorité, une crédibilité aux yeux d'une bonne part de la population qui est énorme. Ils peuvent imposer un certain nombre de réformes. La réforme la plus difficile à accepter par énormément de gens en Turquie, c'est cette laïcisation de l'État. Et tout parti d'opposition se met à utiliser la religion pour contester le régime en place. L'opposition entre partis pro-religion musulmane et partis pro-laïcité reste le problème de base de la politique intérieure de la Turquie jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, le parti au pouvoir et le président au pouvoir viennent d'un parti favorable au rôle de la religion musulmane dans la société. Et le parti républicain du peuple, héritier du kémalisme laïque des années 30,
existe toujours en Turquie, il a été supprimé à certaines époques, il est réapparu, c'est une histoire compliquée. Aujourd'hui, le principal parti d'opposition en Turquie, c'est toujours le Parti républicain du peuple, qui est le parti laïque. Et donc, Mustafa Kemal, ne voulant pas, il est encore Mustafa Kemal en 1930, il deviendra Atatürk plus tard, ne voulant pas que sa réforme, sa laïcisation de l'État soit remise en cause par un parti d'opposition, il a fait un parti unique pour cette raison-là. C'est un parti unique qui, donc, d'une certaine façon, ressemble à ce qui existe en URSS et fait de l'étatisme économique, pas au même point que l'URSS, mais le fait quand même très largement. C'est un parti, là aussi il y a un culte du chef, de ce Kemal Atatürk, personnage complètement dominant du régime politique, comme il y a un culte du chef en Italie sous Mussolini ou en Allemagne sous Hitler. Il y a des similitudes entre ce régime politique et soit le régime communiste, soit les régimes fascistes. Il y a une différence deux différences au moins très importantes. La première, c'est que ce parti unique n'est pas complètement muet. Il y a des vrais débats dans le Parlement à Ankara. Atatürk savait que les ministres, ils ont besoin de quelqu'un pour les contrôler, on ne peut pas les laisser faire n'importe quoi, et que comme ça le fatiguait, lui, de contrôler les ministres dans les moindres détails, depuis qu'il était complètement alcoolique et en très mauvaise santé, il s'intéressait à la grande politique, il s'intéressait pas au budget, à l'entretien des routes, des choses comme ça l'ennuyait beaucoup, et qu'il fallait qu'il y ait des gens qui se contrôlent les ministres pour que les ministres ne fassent pas trop de sottises. Donc les députés ont un vrai pouvoir de contrôle sur les ministres. Il y a de vrais débats sur certains sujets dans cette assemblée. Tant qu'on ne remet pas en question l'autorité du chef, l'unité de la République et la laïcité de l'État, il y a un débat politique en Turquie. Ça n'est pas du tout la disparition complète de tout débat public comme en URSS ou en Allemagne sous Hitler. Donc il y a cette différence-là. La deuxième différence, surtout vis-à-vis des régimes fascistes, c'est que ce régime politique, il est extraordinairement prudent, il ne veut surtout pas s'engager dans des aventures extérieures, à la différence de ce que feront Mussolini et Hitler. Ce qui fait qu'il y a des similitudes apparentes entre ce régime politique et les autres régimes autoritaires ou autocratiques qui existent en Europe à la même époque. Il est politiquement très différent. Et il va faire, dans la période de la guerre, politique complètement différente des autres, ce qui va être une chance, je pense, très grande pour les Turcs et pour l'ensemble de la région. Alors, Kemal Atatürk meurt en 1938. Les principaux dirigeants du régime se réunissent entre eux pour se demander qui va lui succéder, et c'est İsmet İnönü qui devient président et qui va le rester jusqu'en 1950, pendant toute la période de la guerre et de l'immédiate après-guerre. La France et la Grande-Bretagne cherchent à établir une alliance avec la Turquie. Pour obtenir cette alliance, la France va faire un cadeau à la Turquie. Elle va offrir à la Turquie le Hatay. Le Hatay, c'est la région d'Iskenderun, au bord de la Méditerranée, qui faisait partie de la Syrie sous mandat français jusqu'en 1938. Et en 1938, dans le cadre d'une négociation avec la Turquie, les Français établissent une république indépendante du Hatay, qui est une mise en scène, qui va exister pendant 1 an, et qui, en 1939, fusionne avec la Turquie. Et donc c'est du territoire turc jusqu'à aujourd'hui. La Syrie conteste cette cession de territoire à la Turquie, ce qui est assez légitime du point de vue des Syriens, puisque la puissance mandataire, elle était là pour préparer l'indépendance de la Syrie, elle n'était pas là pour morceler le territoire, n'est-ce pas, et distribuer à d'autres une partie du territoire de la Syrie.
Est-ce que les habitants du Hatay ont été contents de devenir turcs? Est-ce que certains d'entre eux auraient voulu rester syriens? Je ne le sais pas. Bien évidemment, à cet endroit-là, la population était divisée entre une partie de langue turque, pour qui être rattaché à la Turquie, c'est pas si mal, et une partie de langue arabe, qui peut-être aurait préféré continuer à faire partie de la Syrie. Ce rapprochement entre la Turquie d'une part et la France et la Grande-Bretagne de l'autre aboutit en octobre 1939, donc après le début de la guerre contre l'Allemagne. La Turquie signe un traité d'alliance avec la France et la Grande-Bretagne dans lequel elle s'engage à aider la France et la Grande-Bretagne à défendre la Grèce ou la Roumanie si elles sont attaquées. Dans ce traité, les Turcs précisent que ce traité ne doit pas les obliger à entrer en guerre contre l'URSS, que ça c'est trop dangereux pour eux. Clairement, en octobre 1939, ce que les Turcs envisagent, c'est qu'ils peuvent avoir à aider la Grèce à se défendre si elle est attaquée par l'Italie. C'est l'Italie qui est considérée comme dangereuse. En Méditerranée, l'Allemagne, elle est très loin, on le pense à ce moment-là. En octobre 40, l'Italie va effectivement attaquer la Grèce et les Grecs vont être tout à fait capables de se défendre tout seuls face aux Italiens. Il va falloir que les Allemands viennent aider les Italiens au début de 41 pour que la Grèce finisse par être envahie, occupée en partie par les Italiens et, ce qui est bien plus sérieux, occupée par l'armée allemande. Le gouvernement turc ne respectera pas le traité de 1939 avec un argument qui n'est pas un argument complètement sans valeur, en disant aux Britanniques qu'on a signé un traité d'alliance avec vous et la France pour aider la Grèce, et la France n'est plus dans le jeu. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus que vous et nous qui pourrions aider la Grèce, et c'est devenu plus dangereux pour nous. Donc, il est plus prudent pour nous de rester neutres. Les Britanniques vont accepter à ce moment-là cet argument, en pensant que la neutralité de la Turquie vaut mieux que l'éventuelle défaite de la Turquie. À partir du début de l'année 41, les troupes allemandes, elles sont en Bulgarie, elles sont en Grèce, elles envahissent la Grèce, et la Turquie est évidemment incapable de se défendre longtemps face à une attaque allemande. D'abord, la ville d'Istanbul est terriblement vulnérable. Les Allemands pourraient prendre Istanbul très facilement. S'ils veulent envahir la Turquie en Asie, c'est plus compliqué. L'armée turque aurait une capacité de résistance assez sérieuse, mais il faudrait que les Anglais puissent venir les aider. Les Anglais vont essayer d'aider les Grecs au début de 41, ils ne vont pas y arriver du tout. Ils n'auraient pas plus la possibilité d'aider les Turcs en 41 si la Turquie était entrée dans la guerre à ce moment-là. Et donc la préoccupation de la Turquie, c'est de préserver sa neutralité. L'armée est mobilisée pendant toute cette période. La situation est la même qu'en Suède et en Suisse, les autres pays européens qui arrivent à préserver leur neutralité parce qu'ils ont une force armée suffisante pour que ce soit difficile de les envahir. Et les Turcs, surtout à partir de l'attaque allemande contre l'URSS, qui est en juin 1941, la Turquie se retrouve avec des soldats allemands en Bulgarie et dans les îles grecques d'un côté et des soldats soviétiques à sa frontière avec l'Union soviétique de l'autre. Et la Turquie est capable de préserver sa neutralité parce qu'elle a une armée suffisamment sérieuse pour que si l'un des deux adversaires l'attaque, elle sera capable de résister pendant suffisamment longtemps pour que son entrée en guerre bénéficie à celui des deux adversaires qui ne l'a pas attaqué. La neutralité par l'équilibre. Et pour ça, il faut avoir un minimum de capacité de résistance que les Danois n'avaient pas à l'hiver 1940 quand ils sont envahis par les Allemands. Il y a des pays qui sont incapables de préserver leur neutralité de cette façon-là. La Suède, la Suisse et la Turquie ont été capables de le faire. Donc, pour la Turquie,
La guerre, ça veut dire la mobilisation de l'armée pendant toute la durée de la guerre. Ça veut dire des difficultés de ravitaillement dans de très grands nombres de domaines parce que les choses qu'on devait acheter à l'étranger deviennent beaucoup plus difficiles à trouver. Ça veut dire une politique d'équilibre entre les différentes coalitions. La Turquie a une production importante au point de vue stratégique. Il y a des mines de chrome importantes en Turquie, c'est important pour fabriquer des blindages. Et en alliance avec du fer, enfin avec de l'acier. Et les exportations de chrome de la Turquie fluctuent pendant la guerre. En 1941-42, lorsque l'Allemagne est plus puissante et plus dangereuse, le chrome turc a tendance à s'en aller en Allemagne. À partir de 43-44, le chrome turc va s'en aller plutôt du côté de la Grande-Bretagne, lorsque la menace allemande devient moins sérieuse. Donc il y a une politique d'équilibre, il y a des pressions qui sont faites sur la Turquie. Si vous lisez des livres d'histoire générale de la Deuxième Guerre mondiale, vous trouverez probablement l'argument que Churchill était favorable à un débarquement dans les Balkans et non pas en Normandie. Ce qui est que finalement, c'est les Américains qui vont décider qu'il faut débarquer en Normandie, dans le nord de la France, pour vaincre l'Allemagne, débarquement qui a lieu en juin 1944. Presque sûrement, pas la stratégie d'attaquer l'Allemagne à partir des Balkans était une stratégie beaucoup plus difficile à réaliser militairement, sauf si la Turquie avait participé à l'opération. Sauf si des forces alliées avaient pu passer par la Turquie pour attaquer les forces allemandes en Bulgarie, en Grèce, etc. Que là, peut-être, la stratégie balkanique de Churchill a un sens. Et effectivement, en 1943, au début de 1944, Churchill fait beaucoup de pression sur la Turquie pour que la Turquie entre en guerre. La Turquie n'entre pas en guerre. La Turquie déclare la guerre à l'Allemagne le 23 février 1945. Non, il n'y a évidemment plus du tout de possibilité pas l'ombre d'un combat entre des soldats turcs et des soldats allemands. Pas les soldats allemands, ils sont rendus très très loin. 23 février 1945, l'Allemagne est au bord de l'effondrement. Pourquoi la Turquie déclare la guerre? Pour devenir un des membres fondateurs de l'Organisation des Nations Unies. Parce que une des règles qui a été faite par les fondateurs de l'organisation, qui sont les puissances en guerre contre l'Allemagne et le Japon, c'est-à-dire les soviétiques, les américains, les chinois et les britanniques, c'est eux qui décident ce genre de choses et qui décident que les membres fondateurs, ce sont tous les pays qui ont participé aux côtés de l'Alliance pour la liberté à la guerre. Donc la Turquie déclare la guerre le 23 février 1945 pour être membre de l'ONU. Ce qui est fondamental, c'est la capacité de ce pays de préserver sa neutralité pendant toute cette période, ce que l'administration, la cohérence du gouvernement, la sagesse des dirigeants, l'efficacité relative de l'armée, que tout ça a rendu possible cela. Dans le cas de l'Iran, dont nous allons parler maintenant, l'Iran était beaucoup plus faible que la Turquie. Je reviens en arrière, là aussi sur la situation de l'Iran. Nous avons vu que l'Iran, plutôt la Perse, pour employer le langage de l'époque, a été neutre dans la Première Guerre mondiale, mais que l'occupation du territoire par les Russes au nord, par les Britanniques au sud, avant même le début de la guerre, c'est-à-dire à partir de 1907, a eu pour conséquence que des opérations militaires entre l'Empire ottoman et la Russie, et les Russes essentiellement, ont lieu sur le territoire de l'Iran. La révolution russe de 1917 a plus de conséquences en Iran que dans n'importe quel autre pays du Moyen-Orient, parce que ça met fin à l'occupation russe du nord du territoire et ça permet le développement d'un parti communiste qu'on appelle souvent le Tudeh, pas le parti communiste iranien, qui est le parti communiste le plus important qui a existé dans cette région pendant très longtemps. On trouve
après 1919, un tout petit parti communiste en Turquie. On va trouver des petits partis communistes dans les pays arabes, notamment en Syrie, sous le mandat français un tout petit peu. En réalité, le seul pays du Moyen-Orient où il y a eu un mouvement communiste vraiment sérieux, qui n'était pas seulement des petits groupes d'intellectuels marxistes, hein, c'est l'Iran. Donc c'est une conséquence de la présence russe en Iran et de la révolution bolchevique de 1917 qui en partie a des répercussions en Iran. À la fin de la guerre, un coup d'État a lieu en février 1921. Ce coup d'État, il est fait par deux hommes, un journaliste du nom de Tabatabai et un militaire du nom de Reza. Reza était colonel dans l'unité de Cosaques créée par les Russes. Les Russes avaient créé une unité, je vous l'ai déjà dit, une unité de militaires iraniens commandée par des officiers russes. Les officiers russes s'en vont après 1917 et des sous-officiers iraniens se retrouvent avec des titres d'officiers. Et le chef de cette brigade de Cosaques était un Iranien du nom de Reza. Et Tabatabai, pour faire son coup d'État, a besoin d'un militaire. Il embauche Reza. Ils font un coup d'État ensemble. Reza devient d'abord ministre de la guerre, on disait ministre de la guerre et non pas ministre de la défense à ce moment-là. Il devient Premier ministre en 1923, Tabatabai disparaît, le rôle politique disparaît très très vite, et Reza en 1925 renverse la dynastie des Kadjars et devient Shah lui-même. Donc Reza Shah, qui prend le nom de famille de Pahlavi, qui est un nom qu'il invente à ce moment-là, qui est une référence à des familles très très anciennes de l'Iran, avant que l'Iran devienne un pays musulman. Reza va tenter de faire une modernisation forcée de l'Iran sur le modèle de ce qui se passe en Turquie à la même époque. Pour Reza, le modèle, c'est Kemal Atatürk. Il essaie de faire la même chose. C'est beaucoup plus difficile en Iran, ça donne des résultats beaucoup moins sérieux, parce que le pays était beaucoup moins moderne au départ. Au XIXe siècle, il y a eu tout un travail de modernisation dans l'Empire ottoman, les réformes du Tanzimat, etc., enfin des Tanzimat, etc. Et il y a un personnel politique modernisé, qui sont les gens qui prennent la direction de la résistance d'abord contre les Britanniques et contre les Grecs, et qui fondent la République. Cette République moderne, elle peut trouver un nombre assez important de cadres dont la formation est moderne. En Iran, c'est beaucoup plus difficile de trouver cela. Un autre problème pour Reza, c'est la puissance du clergé chiite. Il est opposé au clergé chiite, mais il doit être toléré par eux et il ne peut pas proclamer officiellement la laïcité de l'État comme en Turquie. Probablement, il aimerait faire ça, mais il ne peut pas. Il a affaire à un clergé religieux beaucoup plus puissant que ce qui existe en Turquie à la même époque. La troisième raison, je crois, l'obstacle à la modernisation de l'Iran, c'est le pétrole. Il y a cette Anglo-Iranian Oil Company dont je vous ai déjà parlé, qui est la compagnie pétrolière britannique qui exploite le pétrole en Iran, qui fait à peu près ce qu'elle veut, qui doit verser des redevances à l'État iranien, mais qui calcule elle-même les chiffres pour savoir ce qu'elle doit payer. Et les revenus pétroliers en Iran, déjà à cette époque-là, comme dans presque tous les pays producteurs de pétrole jusqu'à aujourd'hui, ça a un effet corrupteur de la vie politique. Parce que ça permet à l'État d'avoir des ressources financières très importantes qui viennent de l'extérieur, qui dépendent presque pas du travail de la population et de la capacité de l'État à faire payer des impôts à la population.
et ça permet une corruption très très importante dans l'appareil étatique. Une des chances de la République de Turquie qui permet cette modernisation partielle mais assez réussie, cette modernisation qui permet à l'État d'être suffisamment stable pour rester neutre, pour défendre sa neutralité dans la Deuxième Guerre mondiale, et de faire ensuite un certain nombre de progrès dont nous parlerons peut-être plus tard. En Iran, c'est beaucoup. La chance de la Turquie, c'est qu'elle n'a pas de pétrole. Alors que le malheur de l'Iran, comme le malheur de l'Irak à côté, c'est d'avoir du pétrole sur son territoire. Donc c'est un pays où le pays est plus faible et le régime politique est beaucoup plus fragile qu'en Turquie. En 1941, lorsque les Allemands envahissent l'Union soviétique, les Soviétiques et les Anglais envahissent l'Iran. L'invasion a lieu en août 1941. Les envahisseurs vont accuser Reza d'être un ami des Allemands. L'Iran avait des échanges économiques avec l'Allemagne, comme la Turquie avait des échanges économiques avec l'Allemagne, en partie pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure. L'étatisme économique est utile à cause de la crise économique des années 30. Et donc, l'État turc fait des accords de troc avec l'État allemand, comme l'État iranien fait des accords de troc avec l'État allemand. Et effectivement, dans les années 30, on voit une augmentation très très importante des échanges entre la Turquie et l'Allemagne ou entre l'Iran et l'Allemagne. Ce n'est pas forcément l'expression d'une sympathie politique pour le régime de Hitler, c'est le fait que les systèmes économiques de ces pays-là ont moins de difficultés à faire des échanges entre eux que n'en ont que ça ne l'est pour eux de faire des échanges avec les économies complètement libérales, dans lesquelles le marché capitaliste désorganisé est supposé faire fonctionner les échanges internationaux. Donc Reza est accusé d'avoir des sympathies pour l'Allemagne. En fait, l'Iran est envahi pour contrôler la ligne de chemin de fer. Sous le règne de Reza, une ligne de chemin de fer très importante a été construite qui va du golfe Persique jusqu'à la mer Caspienne. Et ça va devenir la voie la plus commode pour les Britanniques d'abord, les Britanniques et les Américains ensuite, pour apporter de l'aide à l'Union soviétique dans la guerre contre l'Allemagne. Le matériel, il débarquait des bateaux sur le golfe Persique, il était embarqué dans des trains, il traversait l'Iran en train, il réembarquait sur des bateaux dans la mer Caspienne et il remontait ensuite la mer Caspienne et la Volga. Une partie du matériel utilisé par les Soviétiques lors de la bataille de Stalingrad arrivait directement des États-Unis par cette voie-là, qui est la voie la plus commode pour les Anglo-Américains pour apporter une aide à l'Union soviétique. C'est ça le vrai enjeu. Reza est renversé dès qu'a lieu l'invasion de l'Iran et son fils Mohammad Reza, donc Mohammad Reza Pahlavi, devient, il est au début de la vingtaine à ce moment-là, il devient Shah à la place de son père. Faites attention au nom. Il y a Reza, le père, et Mohammad Reza, le fils. Si vous appelez le deuxième Reza aussi, on n'y arrivera pas à comprendre de qui vous parlez. Donc Mohammad Reza, qui devient Shah donc, en 1941, en acceptant de remplacer son père qui est déporté en Afrique du Sud par les Britanniques. Alors, il y a deux sources de légitimité pour le pouvoir politique en Iran. Deux sources de légitimité possibles. Le nationalisme, la résistance aux impérialistes, et la religion chiite. Reza, le père, avait une bonne légitimité nationaliste. Il avait une mauvaise légitimité religieuse. Le fils n'aura aucune des deux.
au début de son règne, il va essayer de conquérir la légitimité religieuse. Il va jouer la religion chiite beaucoup. Mais bon, sous l'occupation des Anglais et des Anglais et des Soviétiques, il n'a évidemment aucune forme, aucune autonomie de décision. Il jouera très peu de rôle politique jusqu'en 1954. Il aura un rôle politique beaucoup plus important ensuite. Nous le verrons un tout petit peu dans une leçon ultérieure. Les Américains entrent en guerre, sont attaqués par les Japonais en décembre 1941, et ils vont, au cours de l'année 1942, envoyer des troupes en Iran pour escorter le matériel. C'est seulement eux qui livrent du matériel à l'Union soviétique à ce moment-là. Et ce sont des soldats américains qui arrivent en Iran. Les Iraniens sont ravis. Je vous ai déjà dit, les Américains étaient le pays occidental populaire en Iran. Les Britanniques et les Soviétiques c'est évidemment des Russes aux yeux des Iraniens, aucune raison pour qu'ils fassent une différence. Et l'arrivée des Américains, ils sont au contraire très bien vus, ils sont beaucoup plus populaires. En septembre 1943, le gouvernement iranien déclare la guerre à l'Allemagne. Et en novembre 1943, une conférence a lieu à Téhéran, à laquelle participent Staline, Roosevelt et Churchill. Cette conférence, le gouvernement iranien apprend qu'elle a lieu lorsqu'elle est commencée. On ne l'avait pas prévenu à l'avance qu'on allait tenir cette conférence dans sa capitale, pour des raisons de sécurité. La conférence a quand même un mot gentil pour les Iraniens et remercie l'Iran de son hospitalité et de son aide dans la guerre et déclare que l'occupation des forces alliées, britanniques, américaines et soviétiques, prendra fin au plus tard 6 mois après la fin de la guerre. Nous allons reparler de ces 6 mois tout de suite. Le dernier point que je veux traiter dans cette leçon, c'est le début de la guerre froide au Moyen-Orient. Parce que la guerre froide a commencé au Moyen-Orient. La guerre froide, elle est la conséquence de la Deuxième Guerre mondiale, de la destruction de l'Europe et du Japon, du fait qu'il n'y a plus que 2 grandes puissances militaires, l'URSS et les États-Unis. Il y a bien aussi la Chine qui est un des vainqueurs, mais elle est très faible. Et il y a bien aussi la Grande-Bretagne qui a joué un rôle très important dans la guerre, mais qui est totalement épuisée en 1945. Je ne vais pas décrire le déroulement l'évolution qui conduit à la guerre froide en Europe. Ce qui est important pour nous de savoir, c'est que finalement la guerre froide commence au Moyen-Orient avant de commencer en Europe, même si le théâtre d'opération, la rivalité en Europe sera beaucoup plus importante dans la guerre froide que la rivalité au Moyen-Orient. Mais ça commence au Moyen-Orient et ça commence sous la forme d'une menace soviétique contre l'Iran. Nous venons de voir qu'à la conférence de Téhéran, on a promis aux Iraniens que leur territoire serait évacué de l'occupation étrangère 6 mois après la fin de la guerre. Est-ce que ça veut dire la fin de la guerre en Europe ou la fin de la guerre en Asie? La fin de la guerre en Europe, c'est mai 45. La fin de la guerre en Asie, c'est septembre 45. Les Iraniens considéreraient comme normal que ce soit la fin de la guerre en Europe. Leur position géographique n'a aucune utilité pour combattre le Japon. Ils n'ont rien à voir avec la guerre contre le Japon. Leur territoire a été occupé à cause de la guerre entre l'Allemagne et l'URSS et pour aider l'URSS. Mais on peut jouer sur les mots et dire « Ah, on a promis de vous évacuer après la fin de la guerre. » La guerre, elle n'est finie que le 2 septembre 1945. Les Américains
toujours ceux qui sont les plus sympas envers les Iraniens à cette époque-là, retirent leurs forces le 31 décembre 1945. Et les Britanniques vont se retirer le 2 mars 1946, c'est-à-dire 6 mois après le 2 septembre 1945, qui est la date de la capitulation du Japon. Mais entre-temps, dans le nord de l'Iran, dans la région occupée par des forces soviétiques, en décembre 1945, est proclamé un Azerbaïdjan indépendant à Tabriz. Et en janvier 1946, une république kurde, on dit parfois la république de Mahabad. Mahabad, c'est pas une grande ville, c'est un patelin qui sert de capitale à cette république kurde dans les montagnes le long de la frontière de l'Irak. Et donc, il n'y a plus d'Américains sur le sol de l'Iran, enfin de soldats américains. Il y a encore des soldats britanniques, mais les soldats britanniques, pour donner l'impression de respecter leur engagement, vont se retirer en mars 1946. Au cours de l'année 1946, le premier ministre iranien, qui s'appelle Ahmed Kavam, va négocier à Moscou un traité avec Staline et il va accorder une concession pétrolière à l'Union soviétique dans le nord de l'Iran. Et ensuite, il va expliquer aux soviétiques que pour pouvoir ratifier cette convention, cette concession pétrolière, il faut qu'il y ait un majlis légitime et que pour ça, le majlis, c'est l'assemblée, pas dans le système politique iranien. Les élections doivent avoir lieu en mai. Et pour que ces élections puissent avoir lieu, il faut pas qu'il y ait de troupes étrangères sur le territoire. Et que donc l'armée soviétique accepte de se retirer en mai 1946. On tient ces élections. En décembre 1946, l'armée iranienne reprend le contrôle des territoires sécessionnistes. En Azerbaïdjan, il n'y avait pas grand monde qui avait envie de devenir un pays indépendant, satellite de l'URSS avec un régime communiste. La réoccupation de l'Azerbaïdjan par l'armée iranienne se fait assez facilement. Il n'y a plus de troupes soviétiques. Heureusement, il n'y aurait jamais pu. Il y a encore eu des troupes soviétiques. Et la réoccupation du Kurdistan est plus difficile. Certains des dirigeants de ce Kurdistan indépendant vont s'échapper, vont se réfugier en Union soviétique. Là, il y a une certaine forme de résistance militaire contre l'armée iranienne. Ensuite, le Majlis, le Parlement, va refuser de ratifier la concession pétrolière accordée à l'URSS. Gavam, probablement, est cet homme politique remarquable qui a roulé Staline, qui, en situation de faiblesse épouvantable, a été capable, en promettant une concession pétrolière à l'Union soviétique, d'obtenir le retrait des troupes soviétiques du territoire iranien et d'obtenir le rétablissement de l'autorité de l'État iranien sur l'ensemble du territoire et ensuite de laisser le Parlement refuser de ratifier la concession pétrolière. Bon, il y a la réussite par l'habileté. Il était faible, mais il était habile. À partir de juin 1947, il va y avoir des livraisons d'armes américaines à l'Iran et l'Iran devient un allié de fait des États-Unis. Cet alignement de l'Iran sur les pays occidentaux et sur les États-Unis, avec des difficultés importantes en 53-54 dont je reparlerai plus tard, va rester une des données de base de la situation du Moyen-Orient jusqu'en
jusqu'en 1979. Jusqu'en 1954, le Shah reste faible et la politique iranienne reste extrêmement complexe et incohérente, avec des élections qui sont tenues de façon extrêmement étrange. Je vous ai déjà dit ça, on ne vote pas en une seule journée en Iran, ça se passe, on vote dans une province, puis ensuite dans une autre, en tenant compte du résultat de la première élection, etc. C'est très très compliqué, ça donne un parlement divisé dans lequel c'est difficile d'avoir des majorités stables. L'Iran va rester gouverné comme cela jusqu'en 1954. À partir de 1954, ça va devenir progressivement une dictature du Shah qui va durer jusqu'en 1979. Il est possible qu'une des raisons de l'acceptation par Staline, pas des manœuvres de Kavam, que Staline s'est laissé rouler parce que finalement l'Iran, ça n'avait pas une tellement grande importance pour lui. Son contrôle sur l'Azerbaïdjan, ce qui l'intéressait, c'était de faire pression sur la Turquie. Et qu'en fait, le véritable enjeu pour Staline, c'était d'essayer d'établir son protectorat ou de faire de la Turquie un satellite. Que ça, c'était beaucoup plus important. Le pétrole iranien, finalement, il n'en a pas vraiment besoin. Et la concession pétrolière offerte par Kavam, ça a aidé un peu à obtenir l'évacuation de l'Iran, mais ce n'était pas un enjeu essentiel pour l'Union soviétique. C'est peut-être une des explications de la réussite de Kavam, c'est que à partir du moment où Staline se rend compte que du côté de la Turquie non plus, il n'obtiendra rien, ses ambitions en Iran deviennent moins importante. La capacité de résistance des Turcs est moins étonnante que celle des Iraniens, parce que l'État est beaucoup moins faible, les dirigeants sont beaucoup plus stables et sont des gens qui viennent de cette expérience du gouvernement de la République sous Kemal Atatürk, de la conduite de la neutralité pendant toute la guerre, et non pas de forces étrangères sur leur territoire. En mars 1945, donc la guerre n'est même pas finie en Europe, Staline présente une série de demandes à la Turquie. D'abord, il veut récupérer les territoires de Kars et Ardahan. Kars et Ardahan, c'est deux villes, Kars c'est une ville moyenne, Ardahan c'est une toute petite ville, avec un territoire autour, qui appartenait à la Russie avant 1914 et qui se retrouve en Turquie à partir du traité de Kars de 1921, qui met fin au conflit entre la Turquie et ce qui était la Russie bolchevique, qui venait de reprendre le contrôle de l'Arménie et de la Géorgie. Donc Staline il veut retrouver Kars et Ardahan, il veut que soit révisée la convention de Montreux qui réglemente la navigation dans les détroits. Je vous en ai déjà parlé. Et il veut que la Turquie accepte l'établissement d'une base militaire soviétique sur son territoire, à proximité des détroits, pour que la Turquie et l'Union soviétique puissent assurer conjointement la sécurité de la navigation dans les détroits. Alors, ces demandes pour les Turcs sont évidemment très, très, très inquiétantes. Et ils préviennent leurs alliés, ils sont devenus les alliés des Anglais, des Américains et des Soviétiques d'ailleurs, quand ils ont déclaré la guerre à l'Allemagne, ils préviennent leurs autres alliés qu'ils ont ce type de problème. Et la discussion est abordée à Potsdam en juillet 1945. En juillet 1945, Potsdam, c'est dans la banlieue de Berlin, l'Allemagne est vaincue, la guerre n'est pas encore finie dans le Pacifique, et Truman, le président américain, Roosevelt est mort, Staline
Et Churchill, au début de la conférence, et Attlee ensuite, puisque Churchill est battu aux élections qui ont lieu pendant la conférence de Potsdam, et il est remplacé par son successeur travailliste, comme Premier ministre britannique, à la conférence de Potsdam. À la conférence de Potsdam, les Britanniques et les Américains demandent à Staline pourquoi il a besoin de faire des revendications au détriment de la Turquie, alors que l'Union soviétique est immense, la Turquie est beaucoup plus petite. Pourquoi l'Union soviétique a-t-elle besoin de prendre du territoire à la Turquie? Et Staline répond sans rire que sa revendication territoriale, c'est pas pour l'Union soviétique, c'est pour la Géorgie et l'Arménie. C'est l'Arménie qui revendique Kars et c'est la Géorgie qui revendique Ardahan. Et que la Géorgie et l'Arménie, c'est beaucoup plus petit que la Turquie et que donc l'argument de la taille du territoire se retourne contre. C'est l'argumentation de ses interlocuteurs britanniques et américains. Donc les dirigeants britanniques et américains à Potsdam, semble-t-il, ont accepté cette réponse et ont pensé que sur la question des règles de la navigation dans le détroit dans les détroits, la Turquie et l'Union soviétique devraient régler ça par des négociations bilatérales. Ce qui est extrêmement inquiétant pour les Turcs à ce moment-là. Et la résistance des Turcs aux demandes soviétiques n'est pas du tout téléguidée par les Américains. Beaucoup de récits sur la guerre froide présentent cela comme si c'était les Américains qui poussent les Iraniens à résister à Staline, Kavam à résister à Staline, ou qui poussent Ismet İnönü, président de la Turquie à ce moment-là, et son gouvernement à résister aux demandes de Staline. Or, en fait, pas du tout. Au départ, pas la résistance contre les menaces soviétiques, elle est le fait de ces dirigeants turcs qui ne sont pas si faibles, mais qui ont quand même besoin d'alliance face à une menace soviétique sérieuse. Et ce dirigeant iranien, lui, exceptionnellement faible, mais je pense exceptionnellement habile dans cette affaire, ce qui lui a permis de s'en tirer avec un avantage très très grand pour son propre pays. Alors, les Américains ne se décident à dire clairement qu'ils soutiennent les Turcs face à l'Union soviétique qu'en avril 1946. Et ça fait 1 an que les Turcs résistent tout seuls. Heureusement, ils ne sont pas attaqués. Heureusement, l'armée soviétique, elle a autre chose à faire en Europe à ce moment-là. Mais la résistance, elle est d'une résistance diplomatique. De répondre aux soviétiques, il n'en est pas question. Vous n'avez aucune intention de vous accorder ce que vous demandez. Donc, les Américains envoient des bateaux de guerre en visite à Istanbul pour manifester leur soutien à la Turquie. Et surtout, en mars 1947, a lieu la déclaration du président Truman, qu'on appelle souvent la doctrine Truman, dans laquelle les Américains déclarent qu'ils aideront, qu'ils apporteront leur aide à tous les pays qui seront victimes soit de menaces de la part de l'Union soviétique, soit de subversion communiste. La menace de l'Union soviétique, ça vise essentiellement la Turquie à ce moment-là, et l'aide américaine, donc la promesse d'aide américaine à la Turquie. La subversion communiste, ça vise la Grèce. Il y a une guerre civile en Grèce à ce moment-là, avec des maquis qui ne sont pas seulement communistes, mais dans lesquels les communistes jouent un rôle important, et le soutien donc militaire des États-Unis au gouvernement grec dans cette guerre civile, qui ne se terminera qu'en 1949 avec une aide importante des États-Unis au gouvernement grec. Ensuite, la Turquie va faire partie des pays qui reçoivent de l'aide Marshall, comme les autres pays européens. La Turquie va participer à la guerre de Corée. Elle va envoyer un contingent militaire en Corée qui joue un rôle très très important dans les forces qui ont combattu en Corée contre les Nord-Coréens et les Chinois. Je n'ai pas noté ici les pertes des Nord-Coréens et des Chinois qui sont énormes, mais les Sud-Coréens, l'armée sud-coréenne a eu 400 000 soldats tués. Les forces de l'ONU
qui étaient essentiellement des forces. Bon, les Américains ont eu 54 000 soldats tués en Corée. La Grande-Bretagne en a eu 690, le Canada en a eu 31, je n'ai pas tous les pays là, et la Turquie en a eu 720. À part les Sud-Coréens et les Américains, ce sont les Turcs qui ont eu le plus de tués en Corée. Lorsque les troupes américaines ont approché de la frontière de la Chine, ont submergé presque complètement la Corée du Nord, et où l'armée chinoise intervient, enfin des volontaires chinois, qui sont en fait des unités de l'armée chinoise interviennent et repoussent les Américains de façon très importante. Une armée qui recule, c'est très vulnérable, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui restent pour retarder ceux face à qui on recule. Et ce sont les soldats turcs qui sont restés là pour retarder les Chinois suffisamment longtemps pour permettre aux Américains de se replier, ce qui est l'explication des 720 morts de l'armée de la Turquie en Corée. La Turquie va entrer dans l'Alliance Atlantique en 1952. L'Alliance Atlantique a été créée en 1949. La Turquie et la Grèce vont rentrer ensemble dans l'Alliance Atlantique en 1952. Juste pour la petite histoire, pas de la menace soviétique contre la Turquie, c'est intéressant. En 1953, Staline meurt et ses successeurs, Khrouchtchev et Malenkov, Khrouchtchev comme chef du parti, Malenkov comme chef du gouvernement, vont chercher à diminuer la tension, à simplifier les problèmes. Il y a beaucoup de tensions internationales qui vont diminuer après la mort de Staline, et notamment les dirigeants soviétiques informent les Turcs que l'Arménie et la Géorgie ont renoncé à leurs revendications de Kars et Ardahan, et que les règles de la navigation dans les détroits pourraient être négociées directement entre la Turquie et l'URSS de façon dans un esprit de bon voisinage. Ce à quoi les Turcs, je ne sais pas s'ils ont répondu qu'ils étaient contents pour l'Arménie et la Géorgie, qu'elle n'ait plus de revendications territoriales, et ils ont répondu à l'Union soviétique que les règles de la navigation dans les détroits étaient fixées par la Convention de Montreux de 1936, Convention de Montreux qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Donc c'est l'échec total, des tentatives de Staline d'exercer un contrôle toujours sur les détroits, cette obsession russe traditionnelle et compréhensible. C'est un problème sérieux pour la Russie, pour l'URSS comme pour la Russie, d'avoir ses principaux ports de commerce sur la mer Noire, avec le débouché par les détroits qui est tout le temps problématique. Alors, je voudrais faire une conclusion générale sur ces deux pays dans la guerre froide, parce que la guerre froide, elle est une conséquence de la Deuxième Guerre mondiale. Elle se déclenche immédiatement à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Et elle va exercer une influence très grande sur les conflits dans la région jusqu'à la fin de la guerre froide. En 1989 ou 1991 ou même 1987, ça se discute quand c'est terminé vraiment la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, guerre froide qui est déclarée officiellement en mars 1947 par la doctrine Truman, dont je vous parlais à l'époque. De nouveau, la date précise du début de la guerre froide, c'est difficile. D'une certaine façon, on pourrait dire c'est dès mars 1945 le début des revendications soviétiques au détriment de la Turquie et le début de la résistance de la Turquie. La Turquie était le premier pays en guerre froide contre l'URSS, d'une certaine façon. Mais les autres pays occidentaux ne semblent pas vraiment concernés à ce moment-là. La guerre froide, c'est clair qu'elle est commencée en mars 1947, lors de la proclamation de la doctrine Truman, qui va rester les règles de base de la politique extérieure des États-Unis jusqu'à la fin de la guerre froide en 1987, 1989 ou 1991. Peut-être que la date la plus évidente, c'est
1989. Comme 1947 est la date la plus évidente pour le début de la guerre froide. Bien que nous le verrons, il y a des choses qui ne sont pas encore en guerre froide après mars 47, et il y a des choses qui étaient déjà en guerre froide avant mars 1947. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour les deux pays dont nous avons parlé dans cette leçon, la Turquie et l'Iran, et pour l'ensemble de la région? C'est que l'URSS a été, jusqu'en 1941, un voisin beaucoup moins dangereux que la Russie des tsars. Pour la relation entre la Russie au sens général et les Turcs et les Iraniens, la meilleure période de l'histoire, ça a été entre 1921 et 1941. Là, il y a 20 ans, là, pendant lequel l'URSS devient un bon voisin pour ces deux pays-là. Un pays qui n'est pas une menace et qui redevient une menace à partir de 1941 avec l'occupation du nord de l'Iran. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que en 1945, la volonté de résister à la double menace soviétique contre l'Iran et contre la Turquie, elle n'est pas venue des Américains ou des Britanniques. Elle est venue des dirigeants iraniens et des dirigeants turcs. La dernière chose qu'il faut retenir pour nous, pour la suite du cours, c'est que jusqu'en 1979, jusqu'à la révolution iranienne qui fait sortir l'Iran du système d'alliance avec les États-Unis, une des données géopolitiques de base du Moyen-Orient est la stabilité de ce que certains auteurs appellent la ceinture nord, pas the Northern Tier en anglais. La Turquie et l'Iran sont des alliés des États-Unis, très stables dans le cas de la Turquie, assez stables et très stables après 1954 pour l'Iran. Et que donc les pays arabes plus au sud, qui sont plus instables et où l'influence soviétique va être plus importante, un des obstacles à l'influence soviétique dans les pays plus au sud, c'est cette espèce de barrière que représente la Turquie et l'Iran. La Turquie et l'Iran sont beaucoup plus stables dans la guerre froide que ne le seront les pays plus au sud, et du coup, l'instabilité des pays plus au sud sera moins grave ou aura moins de conséquences grâce à cette stabilité de la ceinture nord, de la barrière nord turco-iranienne. C'est une des données de base de la politique internationale dans toute cette région, donc ça restera vrai jusqu'en 1979. Ça change en 1979 avec le changement de régime en Iran. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Je vous remercie de votre attention.